pensionnat hanté de Girlstown. En mars 2007, les écolières du pensionnat de Girlstown, situé à Chalco, une banlieue de Mexico, sont victimes d'une étrange épidémie. Plus de 600 filles tombent malades en même temps, du jour au lendemain. Le personnel encadrant ne comprend absolument pas ce qu'il se passe. Les cours sont suspendus, les pensionnaires ont pour ordre de rester cloîtrés dans leur chambre, et aucune famille n'est prévenue. Les religieuses chargées de veiller sur la bonne éducation des jeunes filles pensent que ces dernières sont victimes d'un puissant sortilège. Et pour cause, les symptômes sont très troublants. Fièvre supérieure à 40 degrés, vomissements à répétition, perte d'équilibre, mais surtout parésie. Les 600 élèves affirment qu'elles ont perdu, presque tout en même temps, l'usage de leurs jambes. Les sœurs font appel à des prêtres pour bénir les lieux, exorciser les jeunes filles, mais la situation a pris beaucoup trop d'ampleur. Rien ne semble pouvoir arrêter cette maladie, comprenant également d'effrayantes visions. Le 7 avril 2007, le journal américain New York Times décide de couvrir l'affaire alors que les élèves sont toujours en proie à la maladie. La presse permet d'alerter les autorités sanitaires sur les étranges phénomènes de Girlstown, jusqu'alors inconnus de tous. Près d'un mois après les faits, une enquête est lancée. Elle est menée, entre autres, par la psychiatre Loa Zavala. Son rapport, aussi rationaliste et scientifique soit-il, est saisissant. Les descriptions des faits rapportés par les victimes elles-mêmes font état de phénomènes paranormaux. Mais sont-ils explicables ? Le pensionnat de Girlstown, plus connu sous le nom de Children's Village School, est fondé par un ordre religieux appelé les Sœurs de Marie. Cet ordre est originaire de Corée du Sud. Les différentes écoles ayant ouvert leurs portes avaient pour but de donner accès à l'éducation à des enfants issus de milieux défavorisés. C'est la mission que s'est également donnée Margie Chung lorsqu'elle ouvre son pensionnat dans la banlieue de Mexico. Elle promet une scolarité gratuite pendant 4 ans, comprenant le logement et les repas. De tels arguments, auprès d'une population vivant bien en dessous du seuil de pauvreté, fait mouche. La majorité des familles de la petite banlieue ouvrière de Chalco y envoient leurs filles. Elles sont persuadées qu'elles y trouveront un endroit sécurisant et positif. Les faits qui vont vous être décrits sont issus du témoignage d'une jeune fille du pensionnat, interrogée par la psychiatre Loa Zavala. Pour protéger son identité, Loa l'appellera Zitlali. En prenant compte des propos de la jeune fille, on se rend bien compte que cet Éden éducatif, promis par les Sœurs de Marie, ressemble à une sorte de purgatoire. Lorsque Zitlali se présente au pensionnat pour assister à la réunion d'information de rentrée, elle apprend qu'elle n'aura le droit d'emporter avec elle aucune affaire. Tout lui sera fourni par l'établissement. Il n'est donc pas utile que cette dernière prenne un sac, ni même des effets personnels. L'idée d'être séparée à ce point de sa famille, sans même pouvoir apporter une photo, est très rude. Cependant, la situation financière et familiale de la jeune fille ne lui permet pas de faire la fine bouche. Elle accepte, sans concession, les règles particulièrement violentes de l'établissement. Une semaine a déjà passé, et sa mère, ses frères et sœurs lui manquent beaucoup. Il n'y a rien d'amusant à faire dans ce type de pensionnat pour une jeune fille de 12 ans. Elle est obligée de porter un uniforme, d'avoir les cheveux constamment attachés par une queue de cheval très serrée. Le programme scolaire se compose d'une partie théorique, avec apprentissage des mathématiques rudimentaires, de la géographie et du mexicain, et d'une partie pratique avec des ateliers couture et cuisine, entre autres. Les chaises sur lesquelles elle doit s'asseoir en classe ne sont pas du tout confortables. L'assise est dure, les tables sont petites. Elle et ses camarades se plaignent de courbatures les premières semaines. Lorsqu'elle n'a pas école, elle est obligée de se rendre à la messe, d'étudier des écrits religieux à la bibliothèque. Tout divertissement est proscrit. Il n'y a ni roman, ni magazine, ni radio, ni télévision. Zitlali se sent très seule. Elle n'est pas autorisée à écrire à sa famille. Et tout bavardage, le soir au dortoir, est sévèrement sanctionné. Peut-on imaginer pire vie pour une adolescente ? C'est dans ce contexte très austère qu'intervient Maria. Selon les propos de Zitlali, elle est la clé de cette épidémie surnaturelle. Comparée aux autres pensionnaires, Maria est une marginale. Quand elle le peut, elle défie l'autorité religieuse. Les sœurs ne l'apprécient pas beaucoup.
Son sens de la rébellion lui attire la sympathie de nombreuses jeunes filles. Au fil du temps, l'étudiante gagne en influence. Lorsqu'elles parviennent à se regrouper, elle leur confie sa fascination pour les forces occultes. Un jour, Maria montre à ses camarades de chambre une planche Ouija qu'elle a fabriquée elle-même. L'arrivée de cet objet interdit dans le pensionnat crée une véritable excitation au sein du groupe. C'est le seul divertissement auquel ils ont accès toutes les nuits, et elles s'en donnent à cœur joie. Dans ce groupe, il y a Rovita Sanchez. Elle est plus jeune que Maria. Au fil du temps, elle prend un peu de recul avec ce jeu dangereux. Elle dit ressentir une présence près de son lit la nuit. Elle refuse de participer aux séances. Les autres filles du groupe se montrent méfiantes envers elle. Elle risque de tout raconter aux sœurs. Rovita promet de ne rien dire. Au printemps de l'année 2006, Girlstown organise une rencontre sportive entre classes. Au programme, tournoi de basketball, l'unique sport pratiqué dans l'école. C'est le meilleur moment de l'année pour les filles, le seul durant lequel elles sont autorisées à prendre plus de liberté. Maria prétend que grâce à sa planche Ouija, elle peut demander aux esprits de faire tourner le championnat en faveur de l'équipe dans laquelle joue l'une de ses très bonnes amies, Liz. Cette dernière gagne le tournoi. Coïncidence ? Pour les filles du pensionnat, pas du tout. Les filles des autres équipes perdantes décident de tout raconter aux sœurs. Leur décision a été influencée par l'information rapportée par Rovita Sanchez. La mère de Maria serait une sorcière. La planche de Ouija est détruite et l'étudiante renvoyée de l'école. C'est après son renvoi que les premiers symptômes sont apparus. Toutes les étudiantes de Girlstown ne sont pas tombées malades en même temps. Cela a commencé par un petit groupe, dont la jeune Rovita fait partie. Début janvier 2007, plusieurs dizaines de filles sont incapables de se lever de leur lit. Rovita ressent des picotements dans les jambes. En posant les pieds à terre, elle s'effondre. Elle tremble de froid, son visage ruisselle de sueur et elle vomit. Les autres filles présentes dans le dortoir ressentent les mêmes symptômes. Quelques jours plus tard, alors que l'état de santé des filles ne s'améliore toujours pas, Rovita est prise de panique. Elle dit aux autres filles que Maria leur a jeté un sort avant de partir. Elle se souvient que lors du départ, Maria s'était sectionné le doigt en se le coinçant dans une porte qui se serait refermée sur elle. Avant de quitter définitivement l'école, elle aurait pointé de son doigt ensanglanté les quelques filles qui se trouvaient sur son chemin et aurait prononcé ces mots. « Si tu m'as mal jugé, alors tu tomberas malade. Tu ne seras plus capable de marcher, je te maudis. » Dès lors, de nouvelles filles tombent malades. Une fois que la rumeur de la malédiction s'est répandue dans toute l'école, c'est l'ensemble des pensionnaires qui se retrouvent cloués au lit, paralysés. Margie Chong, la mère supérieure de l'établissement, est dépassée. Elle assiste impuissante aux symptômes de ses protégés. Vomissements à répétition, paralysie des jambes, grande fébrilité. Les infirmières font tout leur possible pour faire baisser la fièvre, mais rien n'y fait. L'étrange maladie persiste, s'aggrave. Elle s'accompagne même d'une présence démoniaque. Zitlali, l'étudiante qui s'est le plus confiée à l'enquêtrice experte en psychiatrie, parle de ses angoisses nocturnes. Elle dit voir des ombres noires rôder autour de son lit. Des bruits dans les murs la dérangent. Elle ne parvient pas à trouver le sommeil. Elle a beau prier, rien n'y fait. Les phénomènes paranormaux empirent même. Zitlali ne sait pas si elle rêve ou si elle est éveillée lorsqu'elle est assaillie de visions terrifiantes. Elle dit voir des bébés au visage déformé dont les yeux saignent. Selon elle, ce sont des démons qui essaieraient de l'emmener en enfer. D'autres camarades de classe disent sentir la présence d'une nonne fantomatique. Cette dernière leur rendrait visite chaque nuit et masserait leurs jambes en silence. La nonne porterait un voile et resterait silencieuse. Il arrive également que dans leurs rêves, les filles du dortoir aperçoivent Maria, le corps entièrement brûlé, entourée de flammes, riant et dansant comme une démente. Si pour ces jeunes croyantes, il s'agit bien là d'une malédiction lancée par Maria, pour la psychiatre, c'est l'affaire d'hystérie collective la plus incroyable qu'elle n'a jamais vue. Elle décide de poursuivre son enquête bien au-delà des simples témoignages des malades. Elle souhaite connaître l'histoire de chaque fille et déceler dans leur passé un événement traumatique refoulé.
elle découvre que Girlstown est avant tout un refuge pour les jeunes filles souhaitant fuir un environnement familial violent. Elle apprend par exemple que Zitlali se sent très seule à la maison. Sa mère a dû fuir 3 maris violents. Zitlali est abandonnée par son père à l'âge de 2 ans. Son premier beau-père la frappait et son deuxième lui faisait des attouchements sexuels. Malgré la vie difficile au pensionnat, elle a trouvé un véritable refuge. Pour la psychiatre, tout commence à prendre un sens. Selon elle, les douleurs ressenties au niveau des jambes sont déclenchées par des traumatismes psychologiques. Mais alors, comment expliquer que cela ait pu se produire sur 600 filles, sur une durée aussi courte? Selon le docteur Zavala, les étudiantes ne parvenant pas à extérioriser leurs souffrances dues à un manque de sociabilisation auraient matérialisé leur traumatisme en se rendant malades. L'incident de paralysie de Girlstown est en réalité un trouble de conversion doublé d'une psychose collective, un cas extrêmement rare, mais parfaitement plausible. Les scientifiques et les médecins ayant produit le rapport fédéral, signé conjointement avec Loa Zavala, valident cette forme de somatisation. Après plusieurs heures d'entretien avec Zavala, Zitlali se remet rapidement de ses symptômes. Ses jambes retrouvent leur fonctionnement, comme si la parole avait simplement suffi à expulser le mauvais esprit, autrement dit la peur que lui inspire son beau-père. Les autres étudiantes, éprouvant encore des difficultés à marcher, sont renvoyées dans leurs familles respectives. À la maison, ils ont retrouvé le calme et la sérénité nécessaires pour leur permettre de guérir. Les bonnes sœurs du pensionnat n'acceptent pas l'explication scientifique. Selon elles, il faut absolument retrouver Maria et lui demander de lever le sort. Cette dernière demeure introuvable. Aucun autre événement étrange n'est à signaler depuis l'épisode d'hystérie collective de 2007. Et pourtant, dans cette affaire, il reste encore quelques zones d'ombre. L'année de la création du pensionnat, une jeune fille de 12 ans meurt brutalement de la tuberculose dans son lit. Depuis, le dortoir a abrité de nombreuses étudiantes. Plus d'une décennie plus tard, la jeune fille est aperçue par des centaines de témoins, errant dans les chambres, vêtue de blanc avec du sang dans la bouche. Hallucination collective due à la forte fièvre? Certainement. Comme nous l'avons évoqué, l'hystérie collective est un phénomène rare, mais qui existe pourtant bien. Il est très impressionnant et peut facilement déstabiliser. Lorsque l'on perd tout repère, en tant que croyant, il est naturel de se réfugier dans la religion. Le diable est en chaque phénomène inexplicable. Aujourd'hui, nous avons le recul nécessaire pour donner une explication scientifique à cela. Les cauchemars et les hallucinations s'expliquent par la forte fièvre qui a accompagné la paralysie. Quelques séances de psychiatrie ont permis aux filles de Girlstown de se remettre. Mais lorsque des personnes qui n'ont jamais communiqué entre elles voient la même chose, c'est très étrange. Fantôme du sanatorium de Waverly Hills. Dans la culture occidentale, les fantômes sont souvent représentés comme des entités dénuées de forme, des ombres, des voiles flottant le long d'un couloir. Parfois, ils peuvent prendre la forme d'êtres beaucoup plus terrifiants, comme des humains désincarnés avec 2 trous béants à la place des yeux, ou d'une créature sombre et démoniaque. Leurs apparences sont ancrées dans notre imaginaire collectif, à tel point qu'ils finissent par être plus de l'ordre de la création humaine que de l'incarnation d'une véritable vie après la mort. Pourtant, ces entités, aussi fantasmagoriques soient-elles, de nombreux visiteurs du sanatorium de Waverly Hills disent les avoir déjà rencontrés. L'un des anciens établissements médicaux les plus hantés du monde est-il vraiment peuplé de fantômes? Ou est-ce ce lourd passé historique qui se cristallise dans chaque bruit de pas, chaque murmure, chaque frisson dans la nuque? Le plus troublant dans cette affaire, c'est que les phénomènes paranormaux ne semblent jamais s'estomper au fil des années. Waverly Hills est une colline verdoyante de Louisville, dans le Kentucky. Du moins, c'était encore le cas jusqu'à la fin du XIXe siècle. À partir de 1883, le major Thomas H. Hayes y fait construire une impressionnante bâtisse dans le but d'y faire vivre toute sa famille. Il a également l'ambition d'y fonder sa propre école pour ses filles, puisque celles-ci habitaient beaucoup trop loin des établissements scolaires de la région. Pour ce faire, il embauche une enseignante privée.
La vie à Waverly Hills est paisible. Le cadre est idyllique et les personnes de passage dans la région ne peuvent s'empêcher de s'arrêter en cours de route pour admirer l'imposante demeure de style néo-gothique Tudor. Ses murs de briques rouges, sa tour principale et ses quelques gargouilles contribuent au charme des environs de Louisville. Le major Hayes et sa famille y passent quelques-unes de leurs meilleures années de vie, jusqu'à ce que les autorités locales décident de réquisitionner la demeure et son terrain. Nous sommes en 1900, et le comté de Jefferson, dont la ville de Louisville fait partie, est touché par une violente épidémie de tuberculose, que l'on surnommait à l'époque peste blanche et noire. Les malades se comptent par milliers, les morts par dizaines de milliers. Les autorités locales sont dépassées par la situation. Crise sanitaire oblige, tous les grands terrains loin des villes sont réquisitionnés pour entreposer les malades. La demeure de Waverly Hills n'échappe pas à la règle. Le terrain de la famille Hayes est submergé par des lits de fortune. Pour permettre à leurs patients de guérir, les médecins avaient besoin d'une structure adaptée aux soins. Dès l'été 1912, les travaux de construction du sanatorium pour les cas les plus graves commencent. Le chantier avance très vite. Les ouvriers utilisent la demeure déjà existante pour y ajouter différentes extensions. À la fin de cette même année, le nouvel hôpital peut accueillir plus de 40 patients. 2 ans plus tard, une aile spécialement conçue pour traiter les enfants est construite pour une capacité d'accueil de 50 lits. Les autorités sanitaires ont pour objectif d'ouvrir un nouveau service chaque année. Bientôt, le sanatorium de Waverly Hills se voit équipé du matériel le plus performant pour l'époque, mais aussi d'un tout nouveau cadre de vie. Le centre médical est entièrement autonome grâce à son potager et son élevage de bétail pour la constitution des repas. Les patients peuvent ainsi profiter des lieux pour se reposer et se remettre rapidement de leur maladie. En théorie. Aujourd'hui, on sait bien que sans antibiotiques, les chances de guérir de la tuberculose étaient peu élevées. À Waverly Hills, on souffre beaucoup. Le processus de guérison est particulièrement violent. La médecine n'étant pas très avancée à l'époque, on y fait des expériences sur des patients. Certains sont déjà mourants, et d'autres sont beaucoup trop en forme pour subir une telle torture. On y pratique la chirurgie explorative. Le but est de tenter de nouveaux traitements et voir comment le patient réagit. De nombreux malades de la tuberculose sont morts sur la table d'opération. Et lorsque l'on sait comment se déroulait ce type de chirurgie, on peut comprendre pourquoi. Les rapports médicaux font état de plusieurs opérations douloureuses. On parle de thoracoplastie. Elle consiste à enlever une partie ou la totalité de plusieurs côtes dans le but de créer un collapsus du poumon touché. Selon les recherches de l'époque, cette technique empêche au bacille de Koch, l'organisme viral responsable de la maladie, de proliférer en manquant d'oxygène. Ce que les médecins n'ont pas prévu à l'époque, ce sont les lourdes conséquences que la thoracoplastie peut entraîner. Aujourd'hui, nous savons qu'un tel traitement provoque une insuffisance respiratoire et diverses déformations scoliotiques. L'ablation du nerf phrénique, le muscle permettant d'inspirer, et la lobectomie ou ablation d'un des poumons faisaient aussi partie des expérimentations très scabreuses. D'autres méthodes, plus douces, sont également testées. On peut citer l'héliothérapie. Les malades étaient placés sur des chaises, dehors, durant les jours de grand soleil. Leur traitement consistait simplement à prendre un bon bain d'UV, en espérant que l'assimilation de la vitamine D puisse avoir un impact sur le traitement de la tuberculose. Et contrairement à ce que l'on peut croire, ce n'est pas une de ces médecines New Age. Elle était déjà utilisée au XIXe siècle et durant la Première Guerre mondiale pour favoriser la cicatrisation des blessures de guerre. Les patients servaient également de cobayes pour les étudiants en médecine. Les futurs chirurgiens pouvaient tester leurs instruments sur les malades dont l'approche issue fatale était prévisible. Les poumons sont découpés au scalpel, les opérations se font sans anesthésie générale. L'anesthésie locale n'étant toujours pas au point, les patients perdent souvent connaissance avant le début de l'opération, tant la douleur est insupportable.
quiconque se promenait à proximité des murs du sanatorium de Waverly Hills pouvait entendre les malades hurler à la mort à longueur de journée. En près de 50 ans de fonctionnement, on ne dénombre pas moins de 20 000 morts. Au début des années 20, ces décès posent des problèmes sanitaires graves, mais aussi causent des traumatismes psychiques irréversibles chez les patients. Il n'est pas rare qu'un patient soit placé plusieurs jours à côté d'un autre patient, déjà décédé. L'administration de l'hôpital a l'idée de faire construire un tunnel. Il sera surnommé le Death Tunnel, ou le tunnel de la mort. Ce nom est particulièrement bien choisi, puisque c'est à travers ce tunnel que l'on transportait les morts jusqu'à l'extérieur du sanatorium. Le personnel soignant, qui se bat tous les jours pour endiguer la crise, a des conditions de travail invivables. Si certains médecins et infirmières parviennent à faire face, d'autres s'effondrent. Ils choisissent de se suicider. La fin des années 50 marque la fin de l'épidémie. En 1962, le sanatorium de Waverly Hills n'a plus aucune raison d'exister. Les derniers malades sont transférés dans d'autres hôpitaux de la région. Les lits, restés vacants, peuvent accueillir un autre type de patients, les personnes âgées. Le Woodhaven Geriatric Center accueille des patients dépendants, souffrant de diverses pathologies. On y accueille des cas avancés de démence, une prise en charge lourde nécessitant un personnel compétent. Malheureusement, le personnel soignant est insuffisant. Les cas de maltraitance se multiplient. L'État du Kentucky décide de faire fermer ses portes 20 ans plus tard, en 1982. Plusieurs projets ont été pensés pour ne pas laisser ce lieu totalement à l'abandon. Le terrain est racheté par plusieurs propriétaires successifs dans l'espoir de transformer ces lieux en un intéressant apport financier. L'un voulait construire une prison d'État, l'autre imaginait un lieu de culte avec la statue du Christ Rédempteur, copiée sur celle que l'on connaît du Brésil. Ce dernier avait pour projet de transformer le bâtiment principal en chapelle et en boutique à souvenirs pour y vendre des objets religieux. En 2001, un riche couple a pour idée de transformer l'ensemble de la bâtisse en un hôtel 4 étoiles, une façon très distinguée de faire oublier le lourd passé historique de Waverly Hills. Il est vrai que la taille du terrain et la belle bâtisse s'y prêtaient bien. Les chambres des malades ne demandent qu'à être rénovées. Il y a de l'espace pour accueillir des centaines de clients, des vivants, et peut-être des morts. Les fantômes du sanatorium de Waverly Hills commencent à faire parler d'eux au début des années 2000. Les phénomènes paranormaux fascinent les internautes. Des premières photos et vidéos commencent à se répandre sur la toile, mais aussi le retour d'expériences de visiteurs se rendant sur les lieux illégalement. Les témoignages donnent la chair de poule. Ne vous approchez pas de la chambre 502. Il y a quelque chose de mauvais dans la chambre 502. Que peut-il bien y avoir dans cette fameuse pièce? La chambre 502 a une histoire bien particulière. Située au 5e étage, elle a été, à la fin des années 20, le théâtre de 2 drames successifs. D'abord celui d'une infirmière, Mary Lee, âgée de 29 ans, retrouvée pendue alors qu'elle était enceinte. Selon d'anciens témoignages, elle aurait eu une relation avec le directeur du sanatorium de l'époque. Puisqu'elle n'était pas mariée et que ce genre de relation n'était pas bien vu, elle avait choisi de se donner la mort. On raconte aussi qu'elle souffrait beaucoup après avoir contracté la tuberculose. Quelques années plus tard, en 1932, une autre infirmière se suicide en se défenestrant sans donner aucune explication. Des rumeurs circulent selon le fait que ce soit le fantôme de l'infirmière qui aurait poussé l'autre à commettre ce geste. Sur Internet, les amateurs de sensations fortes ayant pénétré dans cette pièce disent ressentir en eux un profond désespoir. Ils affirment apercevoir des ombres danser sur les murs et une voix lointaine leur ordonnant de sortir. « Get out !» En 2006, en guise de preuve, le photographe Tom Halstead publie une photographie où l'on peut y apercevoir la forme d'une jeune femme dans un habit d'époque apparaître au coin d'une porte. L'apparition du fantôme de Mary Lee? Les murs du tunnel de la mort sont encore imprégnés des cris de douleur des malades. Les quelques courageux qui l'ont exploré disent entendre des hurlements désincarnés. L'aile du sanatorium consacrée aux enfants malades
n'est pas non plus épargné par les manifestations fantomatiques. On peut y entendre des rires, des bruits de pas, des murmures, mais aussi des balles qui roulent toutes seules. Comme si un enfant invisible était en train de s'amuser. L'un des phénomènes les plus connus est la présence de l'âme d'un petit garçon nommé Timmy. Il est décédé de la tuberculose à l'âge de 6 ou 7 ans. Depuis, il erre dans l'hôpital à la recherche de camarades de jeu. Certains visiteurs, encore aujourd'hui, lui apportent des balles pour qu'il joue avec. Il paraît que l'on pourrait voir les balles bouger toutes seules. Timmy n'est pas le seul à aimer jouer avec les balles. Au 3e étage, il y a également la présence d'une petite fille que tout le monde appelle Marie. Elle murmure des choses incompréhensibles dans les couloirs et fait rebondir un ballon invisible lorsqu'elle s'approche des visiteurs. Au dernier étage, on peut entendre une sorte de comptine chantée par des enfants. Les voix semblent provenir du toit. Et comme si tous ces événements paranormaux n'étaient pas assez effrayants, d'autres, beaucoup plus inquiétants, ont été observés par ces explorateurs de l'étrange. Dans le folklore germanique, il existe le phénomène de doppelganger. Il est décrit comme étant un esprit capable de copier l'apparence et la voix de n'importe quelle personne le rencontrant. C'est précisément ce qu'il semble se passer pour certaines personnes se promenant dans les couloirs du sanatorium. Elles peuvent croiser leur propre double, même démarche, même vêtements, même visage ou presque. Les yeux sont remplacés par des trous noirs. Vous avez du mal à y croire? Que penser alors de la légende de Creeper, cette entité à l'apparence démoniaque qui saisit d'effroi quiconque croiserait son regard? Comme pour tout lieu hanté, le sanatorium de Waverly Hills a reçu la visite de nombreux médiums, spécialistes du paranormal et d'équipes de chasseurs de fantômes. On peut y voir leur travail dans de célèbres émissions comme TAPS. La Louisville Ghost Hunter Society, des amateurs de paranormal rassemblés en association, connaissent les lieux par cœur. Sur leur site internet, ils rapportent plusieurs faits inexplicables, comme une odeur de pain cuit dans la vieille cuisine en ruine, des bruits de pas, des portes qui se referment. Des vidéos et des bandes audio laissent entendre des voix désincarnées. Toutes les preuves sont donc réunies pour faire du sanatorium de Waverly Hills l'un des lieux les plus hantés du monde, n'est-ce pas? Comme pour toute histoire de fantôme, il y a une part de mystère et une part de vérité. Si certains croient dur comme fer aux preuves apportées sur pellicule, d'autres parlent de photos et de vidéos truquées, de mise en scène. La présence d'équipes de tournage d'émissions à sensations fortes décrédibilise le côté paranormal de l'endroit. Les voix, les bruits de pas dans les lieux les plus imprégnés par la souffrance du passé peuvent être une manifestation de l'angoisse ressentie dans notre inconscient. Lorsque ce ne sont pas tout simplement des hallucinations pouvant survenir lors d'un moment de stress intense. Le creeper ou le phénomène de doppelganger n'ont jamais pu être prouvés. Les témoignages ne sont pas des preuves suffisantes. Quant aux fameuses balles qui roulent, le vent et le sol instables peuvent être une explication rationnelle. Mais on est toujours libre de voir ce que l'on veut croire. De nos jours, le sanatorium de Waverly Hills n'est plus un lieu que l'on peut visiter seul. Depuis 2003, la Waverly Hills Historical Society veille sur la rénovation et la préservation de la bâtisse. Cette organisation à but non lucratif a besoin de récolter des fonds pour préserver ce monument devenu historique. Pour parvenir à remplir les caisses, les guides sont chargés de raconter l'histoire des lieux. Ils sont accompagnés d'experts en paranormal ayant pour mission de capter d'étranges phénomènes. Les différents événements qui y sont organisés connaissent un franc succès auprès du grand public. Pour Halloween, le sanatorium est transformé en maison de l'horreur avec la présence d'acteurs. Mais bien au-delà du folklore, on ne peut pas s'empêcher de ressentir une certaine frayeur en parcourant les couloirs de Waverly Hills. Ce n'est finalement pas plus mal que les visites soient bien encadrées, puisqu'on ne sait toujours pas ce qu'il se cache vraiment derrière ces murs.